nous sommes avec notre deuxième invité, Philippe Pereira. Nous sommes donc avec Philippe Pereira. Clément, c'est bien ça. C'est à l'occasion d'une exposition qui est organisée à la galerie Rêve d'ailleurs. Une galerie, on avait une autre galériste la semaine dernière et on évoquait le fait que Saint-Étienne est une ville où il y a énormément de galeries. Et la galerie Rêve d'ailleurs est une galerie qui a beaucoup d'activités. Vous y êtes allé, Clément, pour rencontrer les permanents, les artistes permanents. Exactement. On avait eu l'occasion d'y aller pour d'autres activités et c'est une galerie très active, très vivante et avec une communication sur les réseaux sociaux très très au point. Donc on est très heureux d'annoncer cette nouvelle exposition qui a été proposée par un groupe d'amis d'Henri-Antoine Vial. Donc Philippe, j'allais dire Philippe Thomas. Non, Philippe Pereira, expliquez-nous un peu qui est cet Henri-Antoine Vial. Alors, Henri-Antoine Vial est né à Roche-la-Molière en 1944. Ensuite, il a beaucoup voyagé, il s'est installé aux États-Unis, il est décédé en 1996 à Charleston, en Caroline du Sud. Et donc, c'est pour les 25 ans de son décès que Monique, sa sœur, Guy Champagne et moi-même, deux amis, donc, on a décidé d'essayer de présenter ces tableaux dans la région où finalement il est né, où il a vécu. Et où on ne le connaît pas. Et on ne le connaît pas assez en tout cas. Pas assez. Donc vous dites qu'il est né en 1944, donc dans notre région. Il a ensuite fait des études à Lyon. Il a beaucoup voyagé parce qu'il avait sans doute besoin de voir un peu ce qui se passait dans le monde. Il a beaucoup voyagé. En particulier, il y a une anecdote intéressante, c'est qu'il s'est retrouvé en Bolivie en même temps que quelqu'un de beaucoup plus connu. Oui, c'est ça. En fait, c'était un peu les années où beaucoup de jeunes parcouraient le monde et pouvaient le faire, enfin ceux qui pouvaient le faire avec un sac à dos, avec une paire de chaussures, et c'est ce qu'a fait Henri. Il a voyagé avec sans moyens, quoi. Et effectivement, il s'est retrouvé en même temps que Régis Debray en Colombie et en Bolivie. En Bolivie, pardon. Et donc il a été dénoncé et arrêté parce qu'on le prenait pour un terroriste qui venait aider le Tché, comme Régis Debray. Voilà, mais donc, qui lui aussi a été emprisonné et torturé. Donc il a passé quelques semaines en prison, il a entamé une grève de la faim, puis il y a eu une campagne médiatique assez importante pour sa libération, et sa famille, ses amis, ses avocats, et puis même l'ambassade de France ont permis qu'il soit libéré et ont permis son retour en France. Oui, c'est une anecdote importante, mais c'est une des nombreuses anecdotes qui lui sont arrivées au cours de ses voyages qu'il a fait dans des conditions parfois risquées. Très sommaire, quoi, comme voyageaient pas mal de jeunes à cette époque. Époque-là, ouais. Donc il est allé, il a beaucoup voyagé et à un moment donné de sa vie, il s'est retrouvé aux États-Unis. Oui, en fait, il a parcouru le monde et puis il s'est installé en 1973, aux États-Unis, à New York, dans le quartier de Manhattan, dans le sud de Manhattan, et où il a travaillé assez vite. Et il travaillait pas spécialement dans l'art aussi? Non, il travaillait. Il faisait des emplois alimentaires. Au début, dans sa première période, il fallait qu'il sorte tous les 3 mois du pays parce qu'il n'avait pas le droit de travailler dans le pays. Puis finalement, il a pu s'installer, obtenir des papiers, sa carte verte, et il travaillait beaucoup. Et avec ses maigres revenus et ses économies, il a pu s'acheter un petit immeuble dans le sud de Manhattan. Mais il faut imaginer que c'était une époque où personne n'en voulait de ces immeubles. Ils étaient très délabrés. Financièrement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, évidemment, quoi. C'est des quartiers qui ont beaucoup changé, mais à cette époque-là, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui comment ils étaient, mais effectivement, ils étaient accessibles à des gens. À des gens qui étaient modestes, somme toute. Ouais. Donc, il a vécu un certain temps aux États-Unis et je pense que dans ses tableaux, on aura des traces de cette période. Oui, en fait, il a fini sa vie aux États-Unis, même si de temps en temps, il faisait des voyages en Europe, en France, pour voir sa famille, ses amis. Mais ensuite, à la fin des années 80, il est parti s'installer à Charleston, en Caroline du Sud, avec son compagnon, et donc jusqu'en 96, date de sa mort, il est resté aux États-Unis.
Parce qu'il y avait une vie qui lui convenait mieux, plus calme, plus sereine que la vie new-yorkaise. Ah oui, Manhattan, c'est l'endroit où je l'ai rencontré au milieu des années 80, et c'est vrai que c'était épuisant comme vie, stressant aussi, beaucoup de violence, surtout dans le quartier où il habitait, trafic de drogue et autres. Et donc il a préféré partir un petit peu au sud, avec une vie beaucoup plus tranquille. Donc en 85, vous êtes allé à New York avec un ami à vous qui connaissait Henri-Antoine Vial. C'est ça, c'est de cette manière que je l'ai rencontré. Je suis parti à New York avec un ami qui s'appelle Jean Barbier, voilà, et qui m'a permis de rencontrer Henri-Antoine Vial. Et depuis, ensuite on est resté amis et très proches jusqu'à la fin. Alors, vous me disiez donc que ces toiles, elles étaient restées aux États-Unis. Oui, c'est ça. Une partie de ces toiles est restée aux États-Unis, une autre partie est en France, chez sa sœur, chez ses sœurs ou chez ses amis. Oui. Et donc, dans le cadre de cette exposition, on a pu faire venir 20 toiles des États-Unis qui sont arrivées il y a quelques semaines, ainsi qu'une trentaine de dessins. Enfin, c'est pas tout à fait des dessins, mais Henri appelait ça des gribouillis. Oui, voilà. Alors oui, c'est des gribouilles ou des gribouillis, ça veut dire c'est gribouillis, quoi, oui, le c'est terme. Ça, c'est-à-dire et pourquoi, expliquez-nous pourquoi à ce moment-là, à la fin de sa vie, il nous a fait des gribouilles. Oui, en fait, il n'avait plus la force de peindre dans les dernières semaines de sa vie, et donc il voulait quand même continuer de trouver une manière de s'exprimer. Il était très malade, et il l'écrit lui-même au dos d'ailleurs d'un de ses dessins. Voilà, je peux plus peindre, donc je fais des gribouillis, et il faut que je trouve la manière de m'exprimer avec ces gribouillis. Et donc il en a fait 33 exactement. Qui seront exposés à la galerie Rêve d'ailleurs pour cette exposition particulière. C'est ça, une trentaine, 31 sont exposés, et on en a choisi 5 dont on a fait des reproductions. Voilà, où que les gens pourront acquérir pour quelques euros. Quelques euros, très bien. Donc, elle sera sous forme de carte postale en quelque sorte. Non, pas du tout, des tirages. Des tirages d'art au format original. Ce qui permettra de proposer des choses peut-être plus abordables pour les gens qui ne peuvent pas investir trop dans l'art. C'est ça, c'est le principe. Et autrement, les 20 toiles dont vous parliez sont des toiles qui n'ont jamais été exposées. Elles n'ont jamais été exposées, sauf chez des particuliers éventuellement, mais elles n'ont jamais été exposées. Et c'est des toiles qui recouvrent toute la partie, à la fois des toiles qui retracent son enfance, ou son enfance imaginée, dans le bassin minier, ou son enfance dans un monde rural un peu perdu, un peu oublié du passé. C'est également des toiles de quartier de New York, où sa manière de peindre les gens, les scènes de la vie quotidienne. Les scènes de la vie quotidienne, mais toujours marquées par la pauvreté, la misère, l'injustice. Du quartier dans lequel il vivait. Voilà, il peignait ce qui était autour de lui, quoi. Et il y a aussi je n'ai vu pour le moment que les photographies, parce que je n'ai pas encore découvert l'exposition que je découvrirai demain. Mais il y a aussi des toiles très colorées qui font penser aux peintures naïves d'Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Henri n'a pas fait d'école d'art, donc sa manière de peindre, on peut la qualifier de peinture naïve par certains côtés. Avec des personnages, des choses très colorées. Il a aussi une peinture expressive, très, très expressionniste, où il essaye de mettre un petit peu sa manière sa révolte face à l'injustice qu'il voyait sous ses yeux. C'est très marqué par ça, le sentiment d'injustice et son envie de dénoncer ça. J'allais justement parler, moi, si vous le permettez, de ça, un peu d'expressionnisme, parce que il y a certains effectivement visages, des caractères qui rappellent un peu le cri de Munch. Enfin, on est vraiment, on est un peu à la frontière de plusieurs genres là. Oui, tout à fait. Et je pense que, Henri avait une très très grande culture. Il connaissait la peinture mondiale parfaitement. Il avait étudié tout ça très nettement, et il utilisait tous ses moyens pour exprimer ce qu'il avait envie, quoi. Une peinture plus naïve, plus avec des scènes du passé, de la vie quotidienne, la photo de famille, des choses comme ça. Et puis à la fois des choses beaucoup plus rentre dedans, ou pas agressives, mais plus
plus remuantes, quoi, comme effectivement le Cri de Munch Donc écoutez, tout ça nous donne très envie d'aller voir et on aura l'occasion de plusieurs rencontres autour de cette exposition. Déjà, donc elle est visible du 27 octobre, donc ça a commencé déjà au 16 novembre. La galerie Rêve d'ailleurs. Ce samedi 30 octobre, il y a un vernissage qui est d'une durée tout à fait satisfaisante pour trouver un moment pour aller vous rencontrer, puisque le vernissage aura lieu de 14h à 21h à la galerie. Oui. Donc ça permet de rencontrer toute votre équipe d'amis qui a organisé cette exposition. Oui, vous y serez. Et puis, il y aura aussi le 6 novembre à 18h une lecture de poèmes et de textes, parce que donc Henri-Antoine Vial était aussi un écrivain. Oui, il écrivait beaucoup, il écrivait des textes en prose, des articles, et puis beaucoup de poèmes. Enfin, notamment un passage de sa vie qu'il a amené en prison parce qu'il a refusé de porter les armes et de porter l'uniforme. Donc, il lui a valu une condamnation à 14 mois de prison et une libération au bout de 7 ou 8 mois due à une élection au profit d'une... Une amnistie. Voilà, c'est ça, une amnistie. Mais donc, il a écrit beaucoup de poèmes au cours de cette période-là en prison, notamment, enfin d'autres textes aussi. Et oui, il écrivait beaucoup, il aimait beaucoup la poésie. En fait, il aimait... tout ce qui permettait de s'exprimer, et lui, c'était l'écriture, c'était la peinture, c'était ses voyages aussi, la manière de les faire en tout cas. Donc il y aura une lecture de ses poèmes et de ses textes, accompagné par un guitariste qui s'appelle Jean-Baptiste Gaune et qui improvisera la guitare. C'est ça, c'est des lectures de textes en musique. Eh bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre demi-heure, plus qu'une minute. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Philippe Pereira, merci beaucoup. Également, on va vous retrouver à 29 rue Paul Bert, donc à la galerie Rêve d'ailleurs pour cette exposition d'Henri-Antoine Vial.